Bonjour, bonsoir, salam alaikum yéen ñi nga xam ne ni yéen ñuy suivre ci plateforme Vision Citoyenne 221. Avant ñuy commencer di rappeler un peu plateforme Vision Citoyenne 221 mooy lan ak lu ko tax a jóg. Donc c'est une association citoyenne boo xam ne ni li ko tax a jóg mooy d'une part éclairer et participer à un débat constructif utile aux citoyens pour que ñu comprendre un peu les institutions, etc. Donc vraiment leur donner outils de compréhension de enjeux yi nga xam ne nii ak fondamentaux état nu muy fonctionner. Et donc parmi les missions yoo xam ne ni assigné nañ ko association bi bokk na aussi nekk une plateforme de mise en relation donc ay compétences que ce soit mettre en réseau la diaspora et ñi nga xam ne ni mooy sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk au Sénégal. Justement donc pour vous si vous voulez avoir plus d'informations mën ngeen visiter suñu site visioncitoyenne221.com. dina nekk ci description bi di ngeen am toutes les informations yi nga xam ne ni nécessaire na pour soit suivre ñu ou adhérer. Voilà donc pour aujourd'hui ñu nekk un peu dans la continuité de émission bi ñu defoon ñu ngi jégalu déjà ci récurrence bi ça fait un moment bientôt 2 mois voire plus que publier wuñ donc un peu contrainte de temps mais on vous promet d'être un peu plus régulier. Donc on a vu les retours qui ont été très positifs et motivants par rapport ak ñi nga xam ne ñu ngi essayer di leen ko proposer. Donc émission bi mujj ñu ngi ci àndoon ak Mor Thiam qui est un doctorant en finances publiques et Sidi Thioye donc qui est aussi qui est spécialiste en sciences politiques ak logistique. Et il se présente aussi comme Modou à temps plein, donc on va dire. Donc la dernière fois, on avait discuté des enjeux autour des finances publiques. Nous avons intitulé une émission Comprendre les finances publiques. Donc, ban enjeu, dette, enjeu, gouvernance, avec une perspective. Donc, dans cette continuité, parce qu'une heure de temps, c'était vraiment trop court pour épuiser le sujet. Donc, vous aviez demandé à ce que nous pour un deuxième numéro et on a jugé nécessaire pour gën a mën ñëw approfondir affaire yi ñu ñëw dans cette logique de continuité di leen invité ñi ko seetaanagul ñu xool première émission bi nga xam ne ni disponible na ci plateforme bi. Pour commencer je laisse la parole à Mor Thiam mu présenter wu. C'est toujours avec un plaisir que je me retrouve devant vous pour parler des finances publiques avec l'objectif éclairer le long terme. Très bien, Sidi Thioye. Un réel plaisir de vous retrouver, et particulièrement Mourtian pour la partie de la thématique qu'on avait abordée précédemment. Ouais, très bien. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. C'est dans cette continuité, on s'est dit qu'on orienterait notre réflexion sur les questions d'actualité, plus précisément le contexte de la restructuration de la dette publique. Donc, pour un peu poser le contexte, on peut dire qu'on a eu un moment avec le régime précédent, donc Macky Sall, où on a eu un recours qu'on peut juger d'excessif ou pas, donc selon les positions et les sensibilités, à l'endettement public, soit pour financer des projets infrastructurels, etc., ou autres pour certains, donc quand le régime actuel vient nous parler de dette cachée, entre autres. Donc, quoi qu'il en soit, il faut retenir que ces deux choses, donc à savoir le recours à l'endettement et le fait aussi que le Premier ministre ainsi que le gouvernement affirment qu'il y existerait une problématique de dette cachée concernant le Sénégal, a fait qu'on a eu un recours, qu'il y a eu une crise de la dette plus ou moins, parce que cette réévaluation de la dette cachée fait que la dette qui était estimée, si je ne me trompe, à 70 et quelques % du PIB, on s'est retrouvé à 132% du PIB actuellement. Donc, ce qui fait qu'il y a une tension économique et financière au niveau du pays, donc ressentie par la population, par le gouvernement, etc. On peut même reprendre les mots du président de la République qui nous parlait de réduction de marge de manœuvre par rapport à ces possibilités. Donc on s'est dit qu'on poserait une question à Mor Thiam à travers ces réflexions. Donc pour revenir à cela, donc il y a une inquiétude au niveau de l'endettement actuel du Sénégal.
dans le débat intellectuel, il y a une pluralité d'acteurs qui interviennent et qui ont des positions divergentes par rapport à ces questions. Donc, on peut parler de notre ministre des Finances, Cheikh Diba, de notre Premier ministre Ousmane Sonko, qui ne sont pas d'accord, qui sont opposés fondamentalement à toute éventuelle restructuration de la dette. Il y a même certains économistes comme Souleymane Faye qui avait publié un article sur le site The Conversation, donc où il essayait où il affirmait, on va dire, que toute restructuration serait une éventuelle erreur stratégique. Donc, dans le sens où, pour lui, il faudrait faire la différence entre insolvabilité et crise de liquidité, ou etc. Et d'autres aussi qui, au contraire, pensent qu'il faudrait restructurer la dette pour sortir de toute cette crise, ou même qu'une restructuration, plus ou moins, elle ne se décide pas, elle s'impose d'elle-même. Voilà. Donc, ma question serait, donc pour résumer, faut-il restructurer ou non la dette publique sénégalaise? Alors là, la question de la restructuration a fait couler beaucoup d'encre au niveau de la doctrine sénégalaise entre les économistes, les politiques et les quelques juristes qui ont essayé quand même de s'intéresser à la question. Moi, je n'ai pas d'avis hyper tranché sur la question, mais je suis plutôt de l'avis de l'économiste que vous avez cité, pour plusieurs raisons. D'abord, d'un point de vue politique, je comprends la décision du gouvernement de ne pas vouloir restructurer. La raison est que la question de l'endettement, il y a, au-delà des aspects économiques et financiers, il y a cet aspect aussi sociologique, voire de sciences sociales. Parce que la dette, il ne faut pas oublier que ça vient du mot allemand, Schuld, qui signifie culpabilité. Donc, lorsque le gouvernement, ou bien plus précisément son Premier ministre, dit que c'est une honte, il fait valoir l'idée que, justement, il y a cette dimension de culpabilité en disant qu'on va faire restructuration parce qu'on fait acte de défaut. Parce qu'on fait défaut, on ne peut plus payer, donc on restructure. Mais permettez-moi d'abord de revenir, d'ailleurs, avant même d'envisager les points de vue juridiques et les points de vue économiques. Ça, c'est politique. Sur le plan politique, je peux comprendre l'idée de ne pas restructurer pour des enjeux de souveraineté. La restructuration, c'est, d'un point de vue juridique, c'est le fait de renégocier des contrats d'endettement. Ça vient du latin structura, qui veut dire doter de nouvelles structures. L'objectif de la restructuration, c'est de faire de telle sorte de renouveler la relation de contrat qui existe entre l'État et ses créanciers. L'objectif majeur, c'est puisque l'État fait face à des difficultés financières, de rétablir l'équilibre contractuel du contrat. Dans ce cas-là, sur le plan juridique, la restructuration implique des procédures chronophages, qui implique non seulement de désigner le droit applicable, quel type, par exemple, quels créanciers vont faire partie de quelle dette, en tout cas, est-ce qu'il faut restructurer la dette extérieure ou la dette intérieure. Il y a l'activation éventuelle de clauses d'action collective, entre autres. Mais surtout sur le plan juridique, qu'est-ce qui pousse à ne pas souhaiter, pour ce gouvernement-là, une restructuration? C'est deux choses. D'une part, on a des créanciers très fragmentés. On a deux types de créanciers. On a plusieurs types, du moins, les créanciers multilatéraux, FMI, etc., les créanciers bilatéraux, certains États, et les créanciers ordinaires, qui sont les créanciers, que ce soit institutionnels, à travers les marchés financiers, entre autres. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est que lorsque vous engagez une procédure de restructuration, vous êtes dans des délais plus ou moins incertains. Vous entrez dans une phase incertaine. Je rappelle que, par exemple, le Ghana, la Zambie, ont pu procéder à des restructurations sur des délais de 10 mois. Mais c'est parce qu'ils l'ont fait dans le cadre commun qui est prévu par le FMI et par également les organisations comme le Club de Paris. Par contre, si tu n'arrives pas à réunir l'ensemble de tes créanciers autour du cadre commun, c'est-à-dire que tu vas engager cette restructuration hors de ce cadre commun et tu peux aller jusqu'à plus de 2 ans. C'est bien possible.
Et lorsqu'on raisonne bien en termes de délai, on est en 2026. 2 ans, ça veut dire qu'on est à l'aube des élections présidentielles. Donc, avec le gouvernement actuel, on peut comprendre aisément qu'ils se disent que engager une voie de restructuration peut justement conduire à décorréler la temporalité politique de la temporalité juridique. Parce que dans ce cas, la temporalité politique va totalement dépendre de la temporalité juridique, c'est-à-dire l'issue du cas de cette restructuration. Et enfin, et c'est là où le débat est beaucoup plus ouvert, me semble, d'un point de vue économique et financier. Le cas du Sénégal, pour moi, il faut nuancer la position des experts économistes qui disent qu'il faut impérativement restructurer. Pourquoi je le dis? Parce que le cas du Sénégal, pour moi, il faut distinguer justement l'insoutenabilité de la crise des liquidités. La soutenabilité, c'est quoi? C'est le fait que l'État puisse dispose des capacités financières qui lui permettront de faire face à ses engagements financiers sur plusieurs années, sur le long terme, sans pour autant sans changement de politique majeure de sa politique économique et budgétaire. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde le budget actuel, est-ce que si on le reconduit sur plusieurs années, est-ce que ça permettra à l'État de faire face à ses engagements? En tout cas, au moment où l'on parle, il n'y a pas d'étude qui dit le contraire. Et je donne l'exemple du Congo. En 2024, le Congo fait défaut de paiement sur un remboursement de 30 milliards de francs, un remboursement de 30 milliards. Pourtant, au même moment, le FMI disait que sa dette était viable, donc soutenable. C'est ce qui conduit à différencier la soutenabilité de la crise de liquidité. Et c'est là que le Sénégal, où vraiment il y a des problèmes. Parce que le Sénégal fait face à un service de la dette très élevé, qui est dû en principe à l'arrivée à échéance d'un eurobond en 2018 qui doit être remboursé sur 3 années, 2026, 2027, 2028, et qui a concentré justement un nombre élevé au titre du service de la dette. Et j'avais fait un article sur cette question pour montrer comment le service de la dette arrivait même à dépasser les recettes fiscales de l'État. Donc, c'est vous dire ô combien l'État se trouve dans une période assez difficile en termes de crise de liquidité. Ce qui fait que l'État a usé de subterfuges pour pouvoir y répondre. Ce que je dis, c'est que si on regarde bien, c'est parce qu'on a un service de la dette élevé, c'est parce qu'il y a l'arrivée à échéance d'un eurobond et divers titres publics. Donc, si on arrive à contenir plus ou moins ces 3 années ça sera difficile. Parce que le seul fait que le marché refuse en une fois de ne pas nous prêter de l'argent, on arrivera directement à un défaut de paiement parce que là, si les recettes fiscales ne sont pas supérieures au service de la dette, ça veut dire que dans tous les cas, tu es obligé d'emprunter. Donc, si on arrive à contenir tout ça jusqu'en 2029, on pourra espérer, en tout cas plus ou moins, avoir une décrue du service de la dette et retrouver de nouvelles marges de manœuvre. Les sciences économiques n'étant pas forcément un exercice de prédiction, on peut espérer que ça pourrait se faire comme d'autres signaux peuvent entrer en ligne de compte et changer complètement la situation. Alors, bon, si j'essaie de résumer donc, tes positions, donc il faudrait plutôt retenir qu'il faudrait différencier une éventuelle insolvabilité d'une crise de liquidité. Donc, dans le sens où l'insolvabilité nous conduirait directement, donc sans nul doute, à un défaut de paiement, alors que la crise de liquidité, via des montages financiers, donc tant que l'État peut recourir à des emprunts sous différentes formes ou des montages financiers, donc plus ou moins, l'État sénégalais peut s'en sortir sans pour autant restructurer la dette publique sénégalaise. Voilà. Bon, maintenant, moi, j'aimerais rebondir sur une actualité où c'est plutôt une comparaison, je veux dire. Donc, tu as cité tantôt l'exemple du Ghana. Donc, selon l'analyse que l'on peut se faire, donc on peut dire que le Ghana a subi sa restructuration de la dette.
dans le sens où donc, tu as cité des acteurs externes qui, selon ce que j'ai compris, lui ont été bénéfiques dans l'accompagnement, dans les délais, etc. Donc, ce qui rejoint un peu l'idée selon laquelle une restructuration à un moment donné s'impose aussi d'elle-même et qu'il était très clair que le Ghana en tant que tel avait une crise d'insolvabilité. Maintenant, l'actualité récente donc, du Sénégal qui fait qu'il y a le BAD, donc la BAD, Banque africaine de développement, qui s'est retirée de plusieurs projets, donc à hauteur de je ne sais plus combien de milliards, donc plus de 1000 milliards il me semble. Voilà. Et le motif qui a été évoqué est que le Sénégal a fait un défaut de paiement. Donc voilà. Est-ce que cela, justement, ne nous rapproche pas beaucoup plus ne nous rapproche pas davantage d'une éventuelle restructuration qu'autre chose? C'est un signe. Quand on voit que des défauts de paiement peuvent survenir, c'est ce que je disais. Un défaut de paiement, c'est très simple à comprendre. C'est que une personne X doit rembourser 10 millions de francs CFA. Et pour ces 10 millions, il y a 5 millions qui doivent être remboursés le 31 décembre. Si la personne n'arrive pas à rembourser le 31 décembre, on considère qu'il a fait un défaut de paiement. Même si la personne arrive à finalement rembourser le 1er janvier, on considère que cette personne a fait un défaut de paiement. Comme je le disais tout à l'heure, c'est que quand l'État arrive à se refinancer, tant que l'État arrivera à se refinancer sur ces prochaines années, disons jusqu'en plus ou moins 2029, et après, d'une manière beaucoup moins aiguë, me semble-t-il, l'État pourra contenir cette situation. Mais justement, quand il y a déjà des cas de situation de défaut, il faut faire attention parce que si ça envoie non seulement un signal, parce qu'un défaut de paiement, ça entre dans l'historique de l'émetteur. C'est-à-dire que quand l'émetteur va emprunter de nouveau sur les marchés financiers, les investisseurs, ils savent que cet émetteur a fait défaut sur tel. Donc, pour moi, il ne faut pas encore s'alarmer de ça, même si ça conduit à bloquer plus d'une centaine de projets, il me semble que c'est 126. Il faudrait que l'État urge pour retrouver des solutions très vite pour pouvoir justement honorer ses engagements et reprendre ces projets-là, parce que c'est vital pour l'économie du pays. Très bien. Je te laisse la parole, Sidi. On pourrait aussi mentionner le PRES, c'est-à-dire le programme de redressement économique et social, oui. initié par le Premier ministre Ousmane Sonko. Là, tout à l'heure, vous avez dit, Idriss Abeli, tu as mentionné d'une situation dans laquelle la restructuration s'impose. Donc peut-être que c'est une réaction de la part du Premier ministre pour éviter ce genre de situation. Une réaction peut-être venant d'un homme politique, mais qui a le mérite de mettre en lumière d'autres modalités qui permettront au Sénégal ou bien à un État dans ce genre de situation de mettre de l'ordre, d'assainir ses finances publiques, en grosso modo. Et on pourrait dire que contrairement à la situation du Ghana où la restructuration s'est imposée, là il y a un petit retrait du FMI en raison d'un manque de transparence avec l'évocation de la dette cachée par le gouvernement du Sénégal dans ce plan de redressement-là. Et on pourrait aussi parler des dispositifs utilisés dans le cadre de ce plan pour revitaliser les finances publiques, comme l'appel à des ressources endogènes par rapport à une comment dirais-je, éventuel refinancement de l'économie où tu parles de politique budgétaire plutôt. Par rapport à des politiques budgétaires. Oui, mobilisation de ressources à un revisitage de la fiscalisation à l'échelle interne du pays. Et il y a aussi, moi, ce qui me dérange un peu dans ce plan, c'est des interrogations que je me pose. C'est par rapport à la capacité de ce plan-là de régler dans une perspective à long terme
la question de remboursement de la dette du Sénégal. Peut-être que dans une perspective à court terme, ça permet de couvrir un budget annuel, mais quand on voit, par exemple, le caractère optimiste de ce plan à l'égard de la croissance qui était prévue pour l'horizon 2026, on voit que c'était prévu à 5%. Là, il y a une chute par rapport à la réalité de 3 points et on se retrouve dans la réalité avec une croissance de 2,7%, si je ne me trompe pas. Et il y a aussi le montant exorbitant du service de la dette qui s'élève à 5 milliards de francs CFA, 5 milliards 500 de francs CFA. Et 5 500 milliards, autant pour moi, de francs CFA. Et pouvons-nous dire que c'est un plan, comme je l'ai tantôt dit, qui permet sur la durée et dans une perspective holistique de régler, de faire sortir le Sénégal d'un cercle vicieux de remboursement d'une dette perpétuelle. Et est-ce que c'est la réaction adéquate à la situation actuelle? Donc c'est pour ça que je vais me poser une question à Mor Thiam pour voir si le plan de redressement économique social plan de redressement économique et social est une réaction saurait-elle être une réaction assez efficace par rapport à une perspective où l'État est pensé comme un système où les différents acteurs jouent chacun un rôle dans la résolution des problèmes économiques? Non, mais c'est dans la continuité justement de la question. En fait, pour faire face à cette situation très difficile, on l'a dit, on l'a répété, et ça a fait beaucoup de débats, l'État a usé de deux moyens. Avant de revenir sur le presse, d'abord, l'État a usé ce qu'on appelle, parce qu'il faut traiter d'un point de vue du service de la dette qui arrive, il faut traiter de notre côté la question de la soutenabilité à long terme. Sur la question du service de la dette, ce que l'État a fait, c'est l'État a dit que je vais m'appesantir sur ce qu'on appelle la gestion active de la dette. La gestion active de la dette, ça permet à l'État de ne plus être passif, c'est-à-dire attendre les remboursements, emprunter, attendre les remboursements. Ça implique non seulement d'utiliser un certain nombre d'instruments de trésorerie qui permettent de financer et qui permettent de faire face à des échéances difficiles. Dans ce cas, par exemple, au mois de mars, on le sait, l'État était confronté à une situation où un défaut de paiement était potentiellement risqué pour l'État. Donc, ce que l'État a fait, c'est qu'il a utilisé justement des leviers de gestion active de la dette comme les Total Return Swap. TRS. Ces TRS-là permettent plus ou moins un TRS plus facilement pour les profanes. C'est quand l'État échange la performance d'un actif pour bénéficier de liquidités. Juste un exemple, l'État donne ses obligations, la performance de ses obligations à la banque, l'AFB, qui lui donne de la liquidité pour que l'État puisse en ce moment-là rembourser sa dette et ne pas être en défaut de paiement. Mais par contre, l'État a subi dans le cas hyper précis, l'État a subi deux choses que je trouve très problématiques, mais l'avenir nous le dira, parce que ce qu'il faut comprendre des instruments de trésorerie comme ça sont des instruments de couverture. C'est-à-dire que vous allez faire un échange, mais par contre, vos remboursements futurs, l'État va rembourser en fonction de la conjoncture. C'est-à-dire que dans ce cas, l'État rembourse en fonction de la performance de ses obligations. Si ces obligations, imaginons, je vous donne un exemple hyper simple pour que les gens puissent comprendre. Si l'État, si on dit que au 31 décembre, l'État doit rembourser un flux d'intérêt, c'est-à-dire doit rembourser de l'intérêt pour justement cet instrument que l'État a souscrit. Et on dit que lorsque l'État doit rembourser, arriver à l'échéance, on tient compte de la valeur des obligations. Si ces valeurs ont apprécié, c'est-à-dire que l'État n'en bénéficie pas, mais par contre, si ces obligations ont déprécié sur le marché secondaire, l'État paie un surcoût. C'est-à-dire que l'État non seulement a perdu plus ou moins sur la décote subie, parce que l'État a donné des obligations plus ou moins, je me souviens pas totalement du montant, de 150 milliards, un truc comme ça, et l'État a subi. Par contre, il a vendu à
presque 115 milliards. Ce qui veut dire que l'État a subi une décote de 30%. Donc l'État a subi il me semble en tout cas, parce qu'il ne faut pas préjuger des clauses réelles du contrat. Là, je me base sur les informations qu'on a eues, parce que j'ai confronté ce que le ministre des Finances a exposé et ce que le journal Financial Times a également révélé. Dans ce cas de figure, l'État a bénéficié de ressources de trésorerie qui lui ont permis de ne pas faire défaut pour cette échéance de mars, mais il me semble que l'État a fait, en tout cas, subi deux choses. D'une part, le fait d'avoir subi une décote de la performance de ses obligations, et d'autre part, le fait de devoir payer un surcoût lorsque ses obligations vont déprécier, et le fait de ne pas pouvoir bénéficier de ce type en tout cas, l'État ne pourra pas bénéficier de l'appréciation de ses obligations. Si ces obligations coûtent beaucoup plus, c'est-à-dire prennent de la valeur, gagnent en valeur, dans ce cas de figure, l'État ne bénéficie pas d'une réduction par rapport aux intérêts. Donc, pour donner juste le cadre de ces instruments hyper complexes, parce que pour pouvoir les analyser, il faut disposer des clauses du contrat. Et à ce jour, on n'a pas ces clauses-là. Et le ministère des Finances, certainement dans une optique de ne pas dévoiler des contrats qui relèvent du secret bancaire, comme tous les autres contrats d'emprunt et d'instruments financiers de gestion de trésorerie. Donc, on ne peut pas préjuger des clauses réelles du contrat. L'autre élément de traitement de la situation de la crise de la dette du Sénégal se fait à travers ce qu'on appelle une consolidation budgétaire à travers le PRES. Le PRES vise plus ou moins à s'engager vers une consolidation budgétaire à long terme qui permettra plus ou moins de faire réduire le ratio de dette publique par rapport au PIB. L'objectif étant sur il me semble, d'abord 5 ans, de permettre à ce que la dette publique puisse aller vers une courbe descendante. Quand on parle de consolidation budgétaire, on parle d'austérité. C'est une manière de dire que voilà, il y aura une explosion des taxes, de la fiscalité, ce qui est le cas au Sénégal. Et il y aura forcément une réduction des dépenses publiques. Il y a une marche qui est en train d'être faite plus ou moins sur ce point. Et lorsque vous faites le cumul des deux, on tire vers une chose qui permettra à terme de voter le budget à l'équilibre et plus tard à l'excédent. L'objectif étant de faire baisser graduellement les déficits budgétaires pour arriver à terme à faire baisser la dette publique. Et dans ce cas, pour le PRES, moi j'ai deux remarques que je constate et que je trouve hyper importantes. Ces deux remarques-là sont d'abord, le PRES est un document, est un acte politique. Ce n'est pas un acte juridique. Le PRES n'engage pas l'État. On est d'accord. C'est la raison pour laquelle vous voyez que lors de la présentation, on a invité tout le monde, beaucoup d'acteurs politiques, etc., pour discuter de ce programme, de ce programme-là, parce que l'objectif étant d'associer tout le monde dans ce qu'on appelle une période d'austérité budgétaire très dure. Donc, lorsque le PRES n'est pas traduit en loi des finances, ce qui est le cas par contre, parce que les 2 ans là, on voit que le PRES est traduit plus ou moins en loi des finances, le programme acquiert une valeur juridique, donc une valeur contraignante. À partir de là que j'amène ma seconde remarque, parce que j'ai remarqué que un élément positif et un élément négatif. Un élément positif, c'est que, de manière générale, quand on parle d'austérité budgétaire, les dépenses vers les secteurs plus ou moins sociaux vont généralement vers la baisse, ce qui n'est pas totalement le cas ici. Le rapport d'exécution budgétaire qui vient de sortir dernièrement permet justement de voir que les secteurs comme l'éducation, les secteurs comme la santé sont plus ou moins préservés, ce qui est une très bonne chose en période de consolidation budgétaire. Mais par contre, j'ai un peu de mal avec les bases sur lesquelles le PRES est établi, parce que ces 2 années, vous l'avez mentionné, il y a le caractère optimiste de nos prévisions
reviennent sur scène. L'année dernière, c'est-à-dire pour l'année 2025, on avait estimé la croissance en 7%. On est revenu en réalité à 6%. Cette année, c'est encore, vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est encore moins reluisant. On avait estimé à 5%. On est revenu. Le ministère des Finances, dernièrement, a tenu compte des évolutions qui ont eu lieu. Le ministère de l'Économie, du moins, qui a publié un document. C'est ce document qui revisite les prévisions de croissance à 2,5%. Donc, si les prévisions de croissance sur lesquelles on base la consolidation budgétaire ne sont pas considérées sont considérées plus ou moins comme optimistes, ce que le FMI disait d'ailleurs, parce que le FMI, ses prévisions de croissance, justement, sont plus ou moins corrélées par rapport à ce que le ministère de l'Économie et des Finances vient de faire. Donc, ce qui pose une question majeure de comment on doit faire nos prévisions et comment les faire de manière de plus en plus réaliste. Un élément d'illustration pour montrer que quand on fait des prévisions d'une manière très optimiste, on est souvent généralement obligé de rectifier. L'année dernière, on a eu 2 lois de finances rectificatives. 2 lois de finances rectificatives, c'est-à-dire, ça veut dire que sur l'année, tu es obligé de rectifier 2 fois tes prévisions. Parce que tes prévisions ont été 2 fois optimistes. Ce qui pose une question par rapport à ce qu'on voulait faire avec le prêt, puisque cette année, le prêt devait permettre à ce que le ratio dette sur PIB commence à aller vers une tendance baissière. Mais le fait qu'on revisite la croissance fait que ça ne sera plus le cas. Donc le prêt, pour moi, c'est une bonne manière d'aller vers justement une consolidation budgétaire, une réduction progressive de la dette publique. Mais à l'heure actuelle, il y a beaucoup de questions qui méritent d'être posées, surtout quant à nos prévisions. Très bien. Donc moi, j'ai aussi un avis sur le prêt. Donc on peut dire que le prêt repose sur 2 leviers. Donc que ce soit la mobilisation de ressources internes. Donc c'est pour ça qu'on a vu l'augmentation des taxes, donc voilà, sur l'essence, sur pas mal de choses. Mais aussi la réduction des dépenses budgétaires. Donc un angle plutôt institutionnel, on va dire, et pas économique. Déjà, j'ai un souci avec la dénomination. Donc on parle de redressement économique et social. Et aussi, on parle aussi de contradiction dans les démarches. Parce que si tu parles de consolidation budgétaire, donc ce que tu as soulevé d'ailleurs, ce que vous avez soulevé, pardon, dans votre analyse, le fait que donc, les dépenses liées à la santé, donc à l'éducation, certains, sont plutôt maintenues, voire une tendance vers la hausse, par rapport à toutes les problématiques que nous rencontrons au Sénégal. Donc, l'aspect social, donc l'aspect sur le plan énergétique, le coût de la vie, etc. Donc, aller vers ce type de plan qu'on pourrait apparenté plutôt à une sorte de plan d'austérité, on peut le dire ainsi, déjà reste très problématique par rapport à, sur le plan politique, ce qu'on est censé en tant que citoyen ou ce qu'on est en droit d'attendre de nos politiques. Maintenant, moi, j'aimerais traiter cet aspect-là sous l'angle politico-institutionnel. Donc, dans le sens où une réduction des dépenses publiques, c'est aussi une réduction du train de vie de l'État. Donc, et ce qui me dérange avec cette approche, c'est plutôt le fait que on fait toujours les choses, en tout cas c'est l'impression que j'ai, à demi-mesure. Donc on est toujours sur des réformettes. Donc, voilà. De toute façon, le plan de redressement est, je pense, étendu sur 2-3 ans vers 2027, etc. Donc il n'y a pas une vision, il n'y a pas réellement une vision long terme. Donc je pense que c'est une vision de gestion et, comme l'a dit, ramener justement le budget à l'équilibre plus ou moins dans un délai très court. Donc, voilà. Mais donc, cet aspect-là, le fait de vouloir réduire les dépenses publiques, donc via l'électricité, etc., voilà, le train ville d'État, l'augmentation de la recette aussi, pareil, fait que on demande beaucoup d'efforts à nos citoyens. Donc, on leur demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. D'ailleurs,
le Premier ministre parlait de ça. À un moment donné, il disait même, je ne sais plus quel auteur il citait, en disant que je vous promets du sang et je ne sais quoi. Donc, je ne me rappelle plus de l'expression concrète. Voilà. Dans le sens où il nous invite au travail, un peu à la résilience, donc, etc. Donc, ce qui voudrait dire aussi qu'on est en droit d'attendre, en tant que citoyen, un devoir d'exemplarité de leur part, donc, en termes de management. Et moi, pour moi, le devoir d'exemplarité, c'est là où le gouvernement pêche, donc pour plusieurs choses. Donc, déjà, il y a le débat autour de, par exemple, là c'est plutôt un angle politique que j'assume. Donc, le fait d'acheter des voitures de fonction, je ne sais, aux députés, etc., on parle de milliards. Donc, d'un côté, en termes de communication, tu nous parles d'une part de résilience, t'appelles la population à être résilient, à vraiment accepter des choix budgétaires contraignants qu'on est en train de subir, etc. Et d'un autre côté, on parle plutôt de confort, de milliards, etc. Donc ça déjà, en termes de devoir d'exemplarité, cela me pose un souci. Donc deuxième chose, il faudrait se poser la question de savoir si le plan de redressement économique et social, est-ce que notre architecture politico-institutionnelle, plus ou moins, est capable justement de mener ce genre de plan? Stratégie. Voilà. Donc, on peut relever plusieurs choses. Le fait qu'il y a la multiplicité des acteurs qui interviennent dans plusieurs choses. Donc, sur la gouvernance budgétaire, c'est pareil. Sur les questions de protection sociale, etc. Il y a un chevauchement de compétences de plusieurs domaines. Bon, et d'ailleurs, le Premier ministre avait fait le même constat, d'ailleurs, en annonçant une suppression de plus de 80 agences, etc., ce qui n'est pas encore fait à 100%. Mais j'aimerais attirer l'attention sur le fait qu'il faudrait déjà un devoir d'exemplarité, ça c'est d'une. Et la deuxième chose, revisiter notre approche et notre manière de penser l'État. Donc voilà, c'est-à-dire aligner déjà l'État par rapport aux objectifs que l'État se fixe. Donc dans le sens où, parce que dans ce sens, le positionnement économique est important, parce qu'un État qui se dit souverain, est-ce que c'est un État interventionniste qui intervient dans l'économie, ou est-ce que c'est un État plutôt à la modèle libéral, au modèle libéral plutôt, pardon. Donc, c'est-à-dire un État qui est en retrait et qui laisse le marché dicter, voilà, plus ou moins, ou un modèle social-démocrate. Donc, on peut se poser ces questions. Et sur ça, on n'a pas une ligne directrice très claire. Donc, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Sidi Choy. Ils te diront sûrement que ce sont des modèles étrangers, un peu inadaptés par rapport à nos réalités locales. Mais c'est vrai qu'il va falloir être clair par rapport à la direction dont on veut mener l'État. Donc, il va falloir être plus pointueux dans l'approche qu'on a, mais surtout responsabiliser ou bien situer les responsabilités des acteurs qui interagissent au sein du système étatique. Tu as tantôt parlé de la multiplicité des acteurs qui... là, on parle du cadre de la gestion des finances publiques. Donc, il y a énormément d'acteurs qui pullulent dans l'environnement étatique qui ont tous un rôle à jouer, mais il y a déjà un manque d'informations par rapport aux citoyens qui sont censés décider pour, et certains qui sont censés représenter, et il va y avoir capacité à faire une clarification déjà, situer les rôles, les responsabilités de chacun, et pourquoi pas aller vers une unification des fonctions au sein d'une seule structure. Dans ton article, tu en avais parlé avec l'existence ou bien la mise en place d'une institution budgétaire indépendante qui sera chargée de faire un travail en amont et en aval de toute la gestion, une gestion holistique des finances publiques en quelque sorte. Et bon, pour revenir à ton interrogation par rapport au comportement des décideurs publics et à la direction sur laquelle ils veulent mener l'État, c'est un choix politique qu'il faut assumer. Mais c'est un choix politique auquel il faudra faire accepter aux citoyens, le faire comprendre cela, que nous avons décidé
d'aller dans cette direction-là, nous avons besoin de votre soutien, de votre compréhension, mais aussi de votre acceptation. Mais pour qu'ils puissent accepter de cheminer avec toi dans une quelconque direction périlleuse, notamment par rapport à la situation actuelle économique du pays, comme tu l'as tantôt dit, il faut faire montre d'exemplarité en termes d'utilisation efficiente des ressources publiques, réduction, faire en sorte que le train de vie de l'État, dans tous les compartiments, utilisation des deniers pour acheter des voitures de fonction, essence, je ne sais pas. Ils en ont parlé longuement à l'arrivée au pouvoir, le parti passif, mais il faut rendre cela effectif pour pouvoir avoir le soutien de la masse de nos concitoyens sénégalais dans une direction claire qu'il faudra déterminer. Maintenant, eux, permets-moi de continuer dans ça. Maintenant, quel horizon veulent-ils mener au Sénégal? C'est à eux de le décider politiquement. 2029 arrive, ils se sont fixés 3 ans dans cette stratégie de redressement économique et solidaire, 2025-2028, pour améliorer la situation par rapport à la situation actuelle délétère du pays. Donc, on verra ce qu'ils proposeront à cet horizon-là. Bien, merci beaucoup. Bon, donc là, on va attaquer notre troisième question. Donc, Sidi Yaya en a tantôt parlé, donc en citant l'institution Libye, l'institution budgétaire indépendante, dont tu nous avais parlé donc la dernière fois lors de notre précédente émission. Donc voilà. Et je voulais intégrer donc cette institution dans une question un peu plus globalisante. Donc voilà, je voudrais qu'on réfléchisse sur les perspectives de sortie de crise. Donc voilà, donc là on parle de beaucoup de choses, de dette, de gouvernance, de flux financiers tendus, de trésorerie, etc., plans de redressement. Donc quelles sont réellement les perspectives de crise dont nous disposons actuellement pour faire face à cette situation? Pour que pareille situation ne se reproduise plus, il y a différents leviers qu'on peut utiliser. Et comme j'ai l'habitude de le faire, vous l'avez très certainement compris, j'ai une approche plutôt qui vise à distinguer les choses. Je pense qu'il y a des choses à faire sur le plan juridique. Je pense qu'il y a des choses à faire sur le plan institutionnel. Et je pense qu'il y a des choses à faire sur le plan politique. Je ne me prononcerai pas sur le plan politique, chacun aura son propre avis. Mais sur le plan juridique, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pour moi, il y a 2 choses qu'il faudrait impérativement faire. C'est inscrire dans la Constitution une norme d'endettement. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas parce que tu inscris dans la Constitution une norme d'endettement que l'État ne va pas dépasser cette norme d'endettement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'un grand financier contemporain, Michel Bouvier, disait. Il disait que le seul fait d'inscrire une norme dans la Constitution ne suffit pas à lui permettre d'acquérir une certaine effectivité. Ce n'est pas parce que tu inscris dans la Constitution que la norme sera appliquée. Mais la Constitution a une valeur symbolique. Et pour moi, cette situation qu'on a vécue, par exemple, de dette cachée, qu'on a plus ou moins, qui a fait couler beaucoup d'encre, etc., pour que cette situation puisse servir dans les têtes, qui puisse rester vraiment dans les têtes, il faut une norme qui puisse le matérialiser dans son fonction symbolique. Et c'est là que l'inscription dans la Constitution d'une règle d'endettement va jouer. C'est-à-dire, on va au moins se dire, on va plus ou moins se souvenir que telle règle est mise dans la Constitution, parce que chacun des lois des finances va y faire référence, etc. On se rappellera que telle norme a été mise dans la Constitution parce que telle chose s'était passée. Ça, c'est la première solution juridique qui a une valeur très symbolique, comme vous le constatez. Deuxième solution juridique, pour moi, il faut responsabiliser davantage les gestionnaires publics. Au Sénégal, on a plus ou moins versé dans un mimétisme où on a repris tel quel l'ancien régime de responsabilité des comptables publics. Aujourd'hui, en France, depuis 2022, on est dans un régime unique de responsabilité des gestionnaires publics qui concerne à la fois les ordonnateurs, que ce soit les ordonnateurs principaux, ministres, etc. Même si, justement, en France,
les ministres sont toujours exonérés de ce type de responsabilité. Mais on est dans un type de responsabilité unique qui concerne à la fois les ordinateurs et les comptables, ce qui permet, et dans une perspective de pénalisation. Et pour nos pays qui sont plutôt particuliers en matière de protection des deniers publics, pour moi, il faudrait plutôt aller vers une pénalisation, durcir la responsabilité. Sur le plan institutionnel, il y a deux solutions qui me semblent très importantes. D'une part, rationaliser les institutions. Dans ce cas, c'est dans cette perspective que je propose l'institution budgétaire indépendante. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de la dette cachée, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on a une multitude d'acteurs qui interviennent dans la gestion de la dette publique. La direction de la dette publique, la direction des ordonnancements des ODP, le trésor public. Vous avez enfin... Il y a eu deux autres institutions, deux autres directions dont j'ai oublié. Et à force de multiplier ces acteurs-là qui interviennent plus ou moins dans le même objet, on dilue la responsabilité. C'est-à-dire, quand il y a dette cachée, on a du mal à identifier si c'est le ministre, si c'est telle personne, etc. Donc, à force de multiplier les acteurs, on dilue la responsabilité et on n'arrive pas à identifier facilement cette responsabilité. C'est la raison pour laquelle moi, je propose une agence nationale de la dette publique qui pourra concentrer en son sein justement une partie qui s'occupe uniquement de la dette publique, de sorte qu'on puisse identifier les vrais responsables en cas de situation identique. Et enfin, je propose qu'on aide l'Assemblée nationale. À défaut de le réformer, moi, je ne demanderai pas une réforme de l'Assemblée nationale, mais au moins de l'aider. Dans la fonction même de l'institution budgétaire indépendante, l'Assemblée nationale aura une institution à son appui pour lui donner des conseils, pour apporter surtout son expertise, parce qu'au Parlement, aujourd'hui, le défaut majeur, c'est l'expertise. Je donne un exemple très vite. Dans la LOLF, on dit que les lois de finances doivent être votées après, au moins, le vote de la loi de règlement. C'est-à-dire que chaque année, il faut qu'il y ait au moins vote de la loi de règlement pour qu'ensuite, les lois de finances puissent être votées. Et il n'y a pas au Sénégal de loi de règlement, il me semble, depuis 2023 ou 2022. Ce qui veut dire que les lois de finances qui se sont succédées au Sénégal sont potentiellement, je dis potentiellement parce que le Conseil constitutionnel pourra dire que ouais, mais je ne censure pas, sont potentiellement illégales. Personne ne s'en soucie. Personne. Et donc, ce sont des perspectives que je trouve plutôt intéressantes. Et enfin, dernière chose, qui est plutôt juridique mais également institutionnelle, il faut un compte unique du Trésor. On ne peut plus se permettre que des ministres puissent ouvrir des comptes de dépôt dans des banques sans que ça passe dans les comptes du Trésor. Ces genres de choses sont impensables dans un État comme par exemple la France. Pour moi, c'est un condensé de réformes qu'il faudra initier pour juridiquement, parce que c'est important, le droit est un instrument, institutionnellement, parce que si vous mettez des règles et que institutionnellement ça ne suit pas, il y a un déphasage entre la règle et la pratique. Et en finance publique, souvent la pratique l'emporte sur la règle. Donc, si vous voulez mettre les choses très bien, il faut que ces deux convergent le plus possible. En tout cas, moi, ce sont différentes solutions que je donne comme ça, qui peuvent permettre de ne plus affaire à ce genre de situation à l'avenir. C'est très intéressant en termes de perspective. Néanmoins, j'aurais une question quant à l'institution budgétaire indépendante. Dans ce cadre-là, quel serait plutôt son rôle, par exemple dans la programmation des lois de finances, etc. Dans le sens où, en réalité, il y a une partie très technique dans la programmation des lois de finances. Donc ça, on n'en disconvient pas. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Il y a aussi une partie qui est éminemment politique. Parce que l'arbitrage que l'on fait, soit de soutenir les entreprises, de réduire les dépenses publiques, d'augmenter les taux, etc., soit pour développer le pouvoir, augmenter le pouvoir d'achat, etc., ce sont des questions qui sont éminemment politiques. Voilà. Et tantôt, tu avais parlé justement du fait qu'il y avait un très fort optimisme dans la programmation des lois de finances et des conséquences qui pouvaient en découler. Donc, je serais même tenté de dire que cet optimisme peut parfois être voulu sur le plan politique. Donc, voilà.
Maintenant, la question principale serait quel rôle réserverait-on à une institution comme ça? Moi, en tout cas, le rôle principal en matière de programmation programmation des lois de finances, j'utilise le mot de programmation, mais en matière de prévision des lois de finances, c'est que cette institution budgétaire devrait se charger des hypothèses macroéconomiques sur lesquelles les lois de finances sont basées. La croissance, c'est une donnée macroéconomique que l'État en ce moment est chargé d'établir. Et je fais une digression, c'est qu'en France, par exemple, avant, il y avait également cet optimisme budgétaire, justement parce que l'État français, le ministère des Finances, quand il commande son administration, l'administration obéit. Il y a un biais dans cela, c'est-à-dire que le ministère des Finances peut plus ou moins demander à son administration de privilégier une approche optimiste, et l'administration, il fait quoi? Il est dans une position de hiérarchie. L'administration ne fait qu'exécuter la commande. Et dans ce cas-là, on avait eu une longue période de suroptimisme budgétaire en France. Et depuis qu'on a eu le Haut Conseil des finances publiques, il y a plus ou moins une amélioration sur ce point. Donc, moi, je pense que cette institution budgétaire devrait, sur ce point-là, avoir la même mise sur les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles les lois de finances sont décidées. Mais par contre, il ne faut pas oublier l'aspect politique. C'est que certaines décisions sont éminemment politiques. Un gouvernement est élu pour mettre en place un programme politique. Donc, sur les choix de est-ce que j'augmente la fiscalité, est-ce que je diminue les dépenses publiques, ça devrait rester éminemment politique. C'est-à-dire que c'est l'autorité politique qui choisit de mener ces politiques. Mais par contre, les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles ces choix-là sont faits, ils doivent appartenir à l'institution budgétaire indépendante. Et cette institution pourrait avoir comme rôle secondaire de protéger les générations futures à travers la dette. C'est-à-dire que les stratégies d'endettement, la viabilité de la dette, comme l'Office Budget for Responsibility en Grande-Bretagne, cette institution pourrait servir à cela. C'est-à-dire quand il y a des situations qui peuvent conduire à des situations plus ou moins d'insoutenabilité, etc., cette institution pourrait avoir un rôle important pour moi. Moi, j'ai plutôt une interrogation à dimension humaine par rapport à la capacité d'une institution budgétaire indépendante de jouer pleinement son rôle pour garantir une certaine transparence dans des affaires macroéconomiques. On sait que, institutionnellement, par exemple, dans un pays comme la France, la personnalité qui dirige ce genre d'institution est le président ou présidente de la Cour des comptes, qui est nommé par le président de la République. On n'oublie pas aussi que le chef d'État, le président de la République, est un humain qui est capable de faire des méfaits économiques. Quand on était dans une situation où, tout au long du mandat d'un président de la République, il a eu à faire des méfaits économiques et sentant qu'il ne sera pas réélu dans une perspective électorale, sentant cela arriver, il nomme une personnalité qui lui serait plutôt favorable. Que penses-tu de ce genre de situation qui pourrait... là, tout à l'heure, on parlait plutôt d'une pénalisation de la responsabilité en matière de ce genre de gestion. Qu'en est-il de ce genre de situation? Je comprends tout à fait la situation à laquelle vous faites référence, c'est la situation actuelle française. Mais dans ce cas, pour moi, j'ai toujours dit, réformer juridiquement ne veut pas dire qu'institutionnellement, ça va forcément marcher. Je dis qu'il faut faire de telle sorte que les deux convergent. Et dans ce cas, le choix des acteurs, comme je l'ai dit, sera éminemment important dans la mesure où, même si on dote une institution d'une indépendance totale, cette indépendance-là, elle est exercée par des acteurs du moins. Et ces acteurs-là, s'ils ne sont pas dans le tête indépendant, ça sera très difficile. Mais dans ce cas, il faudra mettre en place des procédures quant à la sélection du président de la Cour des comptes, etc. Parce que l'institution budgétaire indépendante, ça sera chapeauté plus ou moins au niveau de la Cour des comptes. Le président de la Cour des comptes sera directement le président de cette institution budgétaire indépendante. Et au Sénégal, quand même, la Cour des comptes est assez indépendante pour savoir que dès l'instant qu'on lui donne un peu plus de pouvoir, la Cour des comptes, je pense qu'ils pourront vraiment s'affirmer davantage en tant qu'entité indépendante. Bon, on va essayer
de poser une dernière question. Il nous reste à peu près 5 minutes. Je vais essayer de vous limiter 2 minutes d'intervention donc pour qu'on puisse finir en beauté cette émission. Donc, c'est par rapport à tout ce que l'on vient de dire. Donc, au final, ce sont des choix, sur le plan budgétaire ou autre économique, etc., qui ont des effets ou qui intéressent directement le quotidien des citoyens, donc leur vie, plus ou moins. Maintenant, ma question serait de savoir donc, comment intégrer davantage donc, les citoyens dans la compréhension, mais aussi dans l'acceptation de ces choix budgétaires. Donc, je fais référence au plan de redressement économique et social, du fait que l'augmentation des taxes, etc., ce sont les populations en premier qui sentent les effets. Donc, l'augmentation sur l'essence, taxes sur telle ou telle chose, etc. Donc, voilà. Donc, il y a aussi une certaine démarche de pédagogie à avoir dans l'approche. Donc, voilà. Donc, ma question serait ça. Comment faire en sorte que les citoyens comprennent et acceptent aussi ces choix budgétaires qui leur sont plus ou moins imposés? Pour moi, c'est aussi simple. D'abord, le faire comprendre ce qui se passe. Ça passe par la pédagogie, la concertation, l'ouverture vers l'information simplifiée. Il y a beaucoup de travail, en tout cas, il y a beaucoup d'efforts à réaliser sur ce point-là, et surtout les impliquer davantage. On parle aujourd'hui de budget participatif. Ce sont des moyens d'intégrer à échelle plus ou moins moindre. À l'échelle communale, ça peut être un par excellent exemple, outil. pour les collectivités territoriales, ça peut être vraiment très intéressant de faire ce genre de choses. Mais généralement, on sait plus ou moins que la démocratie financière... moi, je suis très pessimiste quant à la démocratie financière parce que généralement, pour que le droit de vote des citoyens électeurs en matière financière repose sur des performances financières de l'État, il faut beaucoup de choses. Et pour moi, c'est très difficile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Qu'est-ce que tu en penses, Sidi? Le droit à l'information, c'est une prérogative essentielle dans une démocratie. Donc, moi, je pense que, tantôt revenu sur le rôle des décideurs à informer, à faire comprendre aux citoyens la situation actuelle du pays, mais il y a d'autres acteurs qui interviennent dans ce genre de situation. Les médias, quel traitement font-ils de ce genre d'actualité? Est-ce un traitement plutôt politisé, orienté, puéril, ou bien un traitement mature qui vise à éclairer la lanterne des Sénégalais et à leur expliquer de façon détaillée la situation actuelle pour qu'ils puissent comprendre et accompagner les décideurs dans l'orientation qu'ils veulent mener le pays. Il y a aussi un autre niveau, je l'avais tantôt évoqué dans l'épisode précédent, heureusement que ça commence à devenir récurrent, et je l'espère aussi, qui est celui des initiés, des experts, des universitaires, qui ont une mission de décodage de ce genre de situation. Donc, à tous les niveaux, il y a d'autres acteurs aussi qui interviennent. Donc, c'est une opération d'ensemble qui nécessite que chacun y contribue pour que le maximum de Sénégalais possible puissent être au même niveau d'information que les décideurs, et aussi donner pas une certaine une liberté totale, mais une relative autonomie aux décideurs de penser et de pouvoir régler les problèmes du pays. Merci beaucoup, Sidi Choy et Mortiam. De toute façon, vous avez évoqué tous les deux angles d'analyse qui sont très intéressants. Donc tu as parlé par rapport à l'approche, tu as parlé de l'approche médiatique. Donc, c'est ce qui est très dommage d'ailleurs au Sénégal, donc dans le sens où on a parfois des médias qui sont étiquetés pro-pouvoir et d'autres pro-opposition, qui sont plutôt pour l'opposition ou même opposants en tant que tels. Je ne citerai pas de nom par rapport à cela, mais qui fait que l'approche scientifique est souvent biaisée. Donc voilà, c'est comme si on mettait aux citoyens des œillères, on va dire, en leur disant où regarder, et chacun écoute ce qui est de sa sensibilité politique. Et ce qui est très dommage pour avoir des citoyens éclairés, plus ou moins. Voilà, donc là, l'émission tire à sa fin. Donc déjà, je vous remercie pour ce genre de débat. On espère aussi que
qu'on aura davantage, on fera en sorte avec toute l'équipe Vision Citoyenne 221, on vous invite aussi à venir nous rejoindre, donc pour que ce genre de tribune puisse exister davantage. Donc je vous remercie. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.